On va démarrer. Vous êtes 10h05. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour aux dernières personnes qui sont connectées. Merci beaucoup de votre présence et participation à ce webinaire. Alors, peut-être sous un format ou un outil que vous connaissez peu, avec une organisation un peu différente. Donc, pour tous les participants, vous aurez en vision les intervenants et le PowerPoint, et vous avez une fenêtre de chat pour pouvoir mener les discussions. Et je vais préciser après l'organisation de tout ça. Donc, merci à tous de votre présence. On va essayer dans le cadre de ce webinaire, de brosser un peu tout un état des lieux des connaissances sur le bien-être animal appliqué à la pisciculture. Et à partir de cet état des lieux de connaissances, on sera amené à vous présenter des travaux en cours de développement et qui visent à aller au développement d'outils d'évaluation, d'un outil d'évaluation en pisciculture, et si possible demain adapté à l'ensemble des espèces produites en pisciculture, que ce soit en salmoniculture, mais aussi en pisciculture marine, en passant par la filière esturgeon. Donc aujourd'hui, l'objectif est bien de vous partager un peu un état des lieux des connaissances, de pouvoir répondre à vos questions et puis de pouvoir interagir avec vous. Donc, il y aura plusieurs intervenants. Violaine Colson pour l'INRAE, qui vous présentera une partie sur les connaissances concernant les émotions et les cognitions chez les poissons. Marie-Laure Bégou pour l'IFREMER, qui interviendra justement sur des questions d'indicateurs par rapport à ses connaissances sur le poisson et des indicateurs de bien-être chez le poisson. Et Mathilde Stomp pour l'ITAVI, justement sur des travaux en cours de développement vers une méthode d'évaluation du bien-être en pisciculture. On aura une conclusion pour la filière et les perspectives que ça offre pour la filière par Mohamed Moustapha du CIPA et peut-être Marine Levadou si elle parvient à nous rejoindre en fin de webinaire. Donc tout ça devrait nous amener jusqu'à midi 10 avec le démarrage à 10h05. En termes d'organisation, donc je vous le rappelle, vous avez le chat à votre disposition pour poser des questions au fur et à mesure des interventions. Et à la fin des interventions, on sera amené à poser des questions en fait, aux intervenants, nous-mêmes en tant qu'animateurs, à reprendre et à synthétiser l'ensemble de vos questions pour essayer d'y répondre au mieux avec les différents intervenants. Ça, c'est une chose pour interagir avec les présentateurs. Et ce qu'on vous propose aussi, c'est que vous puissiez interagir avec nous au travers d'idées ou de questionnements ou de suggestions que vous pourriez formuler. On va utiliser un outil participatif qui s'appelle Klaxoon. Donc, il y aura les liens qui seront mis dans le chat pour pouvoir vous y connecter et vous pourrez déposer vos idées au fur et à mesure, ce qui vous permettra de partir de vos idées pour ensuite vous présenter les choses dans le cadre des interventions et puis voir un petit peu comment répondre à tout ça. Donc, cet outil est très simple. On vous enverra les liens. Vous vous connectez avec un pseudo. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme pseudo et vous arriverez sur ces fenêtres-là pour pouvoir déposer vos idées. Vous aurez un petit plus en bas de cette fenêtre. Vous cliquez sur le plus. Il y a une fenêtre idées qui s'ouvre. Vous tapez vos mots-clés et ensuite vous les postez avec le petit symbole d'avion au-dessus là pour pouvoir envoyer ça. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. On le fera en deux séquences entre les interventions, pour pouvoir recevoir vos idées, pour pouvoir échanger et pour pouvoir ensuite présenter les éléments d'état des lieux de connaissances au travers des interventions. Mathilde, si tu veux rajouter quelque chose et qu'on lance tout de suite ces interventions et Du coup, je viens de vous envoyer dans le chat le premier lien vers l'outil Klaxoon. Donc, normalement, vous avez juste à cliquer dessus, vous rentrez un pseudo, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme pseudo, il n'y a pas d'importance. Et donc, on va commencer donc avec ce premier exercice. Aurélien, si tu peux partager ton écran du Klaxoon. En fait, ouais. donc ça va nous permettre d'introduire la première présentation de Violaine. Et donc, on aimerait vous interroger pour lancer le débat sur une première question. Donc, pour vous, quel mot-clé vous évoque la question du bien-être des poissons en pisciculture? Donc voilà, c'est complètement ouvert. N'hésitez pas à lancer les idées. Et voilà, ça permettra d'introduire ce sujet. Donc c'est le début de webinaire, donc c'est à froid, donc n'hésitez pas à tout ce qui vous passe par la tête quand on parle de bien-être animal en pisciculture à l'évoquer. Vos idées vont apparaître et nous on va laisser les classer au fur et à mesure pour ensuite en faire une petite synthèse avant d'attaquer sur la première présentation de Violaine. Du coup, donc si on fait une petite synthèse de tout ça, alors on a à la fois
des choses qui se rapportent, on a un post-it sur les attentes sociétales, on a aussi un post-it sur l'éthique, donc voilà, quelque chose lié vraiment aux attentes, du respect de l'animal, respect des besoins propres à l'espèce qui ressort également. Et donc en lien avec ça, on a aussi donc qui est ressorti toutes les conditions en fait finalement d'élevage qui, selon vous, je pense contribuent au bien-être, du poisson. Donc on a alimentation appropriée, hydraulique, qualité d'eau, alimentation, courant suffisant. Après on a des choses qui touchent plus, vraiment à des indicateurs directement liés au poisson, avec le comportement de nage, la croissance, la bonne santé. Des choses liées, aux émotions, au stress à l'inverse. Donc il y a émotion qui va avec stress et dans les émotions, on a les émotions positives. Des des choses qui ressortent en lien avec des mesures physiologiques, donc comme le cortisol. L'abattage aussi qui ressort et enfin un gros paquet sur la densité et qui voilà, selon vous, est fortement lié au bien-être, du poisson. Donc c'est bien, on a énormément de choses, avec beaucoup de choses, qui rentrent totalement dans le scope, des présentations d'aujourd'hui. Donc c'est super et du coup, on va pouvoir, passer donc à la première présentation de Violaine qui va vous en dire plus du coup sur les émotions et la cognition chez les poissons. Donc bonjour, vous m'entendez? Ouais. Très bien. Ok. Donc moi je suis Violaine Colson, donc je travaille à INRAE au laboratoire de physiologie et de génomique des poissons qui est situé à Rennes et j'étudie les émotions et la cognition des poissons, donc sur quelques poissons modèles mais surtout chez la truite arc-en-ciel pour des questions de bien-être en élevage, donc l'évaluation et l'amélioration du bien-être en élevage. Donc d'abord, on va parler des capacités cognitives, donc de la cognition chez les poissons. Il y aura des définitions. On parlera aussi des émotions chez les poissons, là aussi, il y aura quelques définitions. Et puis enfin, en 2 diapos, j'essaierai de faire un lien entre cognition, émotion et bien-être. Donc d'abord, les capacités cognitives des poissons. Donc, qu'est-ce que la cognition? En fait, c'est un processus de traitement de l'information tel que le raisonnement, l'apprentissage, la mémoire, la prise de décision, toutes les fonctions exécutives en général, mais aussi les processus plus élémentaires comme la perception, qui dépend de l'attention, donc c'est cognitif, la motricité ainsi que les émotions. Donc, c'est une évaluation, parce qu'en fait, en émotion, on parle d'évaluation subjective de l'événement déclencheur et on y reviendra tout à l'heure. Donc, on a vu que dans la cognition, il y avait ce qu'on appelle l'apprentissage. Donc, on va donner la définition de l'apprentissage. C'est la modification adaptative du comportement qui résulte de l'expérience acquise. Donc, on distingue les apprentissages non associatifs et les apprentissages associatifs. Et parmi les apprentissages non associatifs, on a l'habituation qui est la diminution en fait, progressive de la sensibilité à un stimulus répété. Et la sensibilisation, c'est au contraire l'augmentation de cette sensibilité après une seule exposition à un stimulus fort. Donc pour ça, il n'y a pas besoin d'associer 2 stimuli. C'est un apprentissage qui s'appelle du coup non associatif. Et parmi les apprentissages associatifs, donc on a le conditionnement classique, donc, ou alors ce qu'on appelle pavlovien. Donc avec A et B des stimuli neutres, donc par exemple une odeur, un bruit, une lumière, un sujet va développer une préférence pour A s'il est immédiatement suivi par une récompense, qui peut être alimentaire, sociale, ou alors au contraire, il peut développer une aversion pour B s'il associe un stimulus aversif, donc un choc électrique, une substance amère ou toxique. Et après quelques essais, à la simple diffusion du signal neutre, le sujet manifeste une réponse conditionnée. Donc chez le chien de Pavlov, par exemple, ça va être la salivation. Chez certains insectes, ça va être l'extension du proboscis. Et puis chez les poissons, et puis chez d'autres animaux, ça va être la fuite ou au contraire l'augmentation de l'activité natatoire. Dans le cadre d'un conditionnement opérant, cette fois-ci, c'est le comportement de l'individu qui va être renforcé, soit positivement, soit négativement, et ce qui l'incitera à répéter ou à éviter une action. Donc un appui sur un levier, un bouton ou un self-feeder, dans le cas des truites, par exemple. Et enfin, il y a l'apprentissage spatial qui permet à un individu de s'orienter, et ça regroupe plusieurs de ces processus d'apprentissage.
Donc, on sait depuis longtemps que les poissons sont capables de réaliser des apprentissages associatifs simples et de les mémoriser pendant plusieurs semaines, voire des années. Je vous ai mis un exemple de conditionnement classique appétitif réalisé sur un groupe de truites au laboratoire. Donc ici, c'était pas au laboratoire, c'était à la PEMA, donc dans le Finistère, c'est la station expérimentale INRA. Et on associe un stimulus neutre, donc par exemple l'arrêt de la pompe, à une distribution alimentaire qui arrive soit simultanément, soit ici après 60 secondes, donc 1 minute. Et donc c'est ce qu'on appelle un conditionnement de trace, lorsque les deux stimuli sont espacés dans le temps, mais pas trop, parce que sinon ils ne vont pas pouvoir les associer. Donc il y a une petite vidéo. Voilà, très bien. Hop. Et donc après, dans cette manip, on avait fait 18 essais et les poissons manifestaient une réponse conditionnée, c'est-à-dire qu'ils se regroupaient sous le feeder, simplement lorsque la pompe s'arrêtait, même sans distribution d'aliments. Donc là, on va voir une agitation des poissons qu'on va pouvoir quantifier. Et là, il n'y a pas eu de distribution d'aliments, il y a simplement eu l'arrêt de la pompe. Donc voilà, on peut arrêter la vidéo. Hop, on revient là. C'est ça. Donc, ça a été montré chez d'autres espèces, que la truite, le saumon, le bar, la dorade, le requin, et même la morue, et la morue avec un intervalle entre les stimuli de 2 minutes et une rétention, donc une mémorisation de cette association d'au moins 3 mois. Donc, hop. Les poissons sont également capables d'élaborer des cartes mentales. On sait tous les capacités de navigation exceptionnelles des poissons migrateurs pour revenir sur leur lieu de leur éclosion en rivière après avoir migré en mer. Et pour ça, ils utilisent principalement des indices visuels et olfactifs. Donc là, on a encore une petite vidéo. Donc, en laboratoire, donc c'est suivante. Mathilde, voilà. Très bien. Donc, en laboratoire, on apprend à des truites à se diriger dans un simple labyrinthe denté. Et ici, elle est récompensée, par exemple, quand elle tourne à droite. Donc, on va voir qu'on lui a aussi mis un repère visuel sur la paroi droite et elle est récompensée dès qu'elle tourne à droite. Donc, on voit ici une distribution automatique de l'aliment. Et après quelques essais, la latence d'entrée dans cette branche récompensée diminue, ce qui montre un apprentissage spatial qui est à la fois indicé parce qu'on lui a mis un indice visuel et égocentré parce qu'elle tourne à droite. En tout cas, pour cette truite-là, évidemment, on fait des individus qui tournent à droite et d'autres qui tournent à gauche. Voilà, donc il a aussi été montré que certaines espèces de poissons utilisent des outils pour casser des coquillages, par exemple, ou ici, dans une étude de Sandy Milo et de Marie-Laure Bégou, des morues utilisent la perle qui a été placée en amont de leur nageoire dorsale pour actionner un self-feeder. Donc on voit qu'elles ont ici une réponse toujours la même. Elles positionnent la perle au niveau du self-feeder, elles tirent dessus et ensuite elles vont récupérer l'aliment. Et en fait, on se rend compte qu'elles utilisent vraiment principalement la perle à la fin de l'expérimentation, elles n'utilisent plus leur bouche. On sait aussi que les poissons sociaux, comme les guppies, sont capables de reconnaître individuellement jusqu'à 40 congénères sur des critères visuels. Et puis d'autres espèces utilisent aussi des indices olfactifs chimiques et préfèrent ainsi la proximité de certains congénères. Et enfin, sur cette diapo, on voit le test du miroir qui permet de montrer si un sujet a conscience de soi. Il a été réalisé chez les primates, y compris chez les jeunes enfants, auxquels on applique une marque sur le visage et en se voyant dans le miroir, le sujet va essayer de l'effacer avec sa main. Et quand on reproduit cette expérience chez le labre nettoyeur, il manifeste des frottements sur un substrat mis à sa disposition et retourne devant le miroir pour vérifier si la marque est toujours présente. Or, sans miroir, un labre marqué ne se frotte pas. Donc ça, c'est une expérience assez récente. Et au labo, on a mis en évidence différentes capacités cognitives chez la truite. Le conditionnement opérant, en isolement social, donc l'activation de self-feeder qui est réalisée en groupe dans les élevages, mais cette fois-ci en isolement social. Donc là, on a une petite vidéo. Next. Et donc, on va voir que la truite va devoir activer les self-feeders qui sont placés devant des stimuli récompensés. Donc, à chaque fois qu'elle appuie, celle-ci, par exemple, elle va être conditionnée sur le bleu. À chaque fois qu'elle appuie devant la pastille bleue, elle va recevoir une récompense. Donc là, on va la voir actionner la bleue. Donc, ça nous permet de leur poser des tas de questions. Et en utilisant ce dispositif, donc on va pouvoir passer au diaporama.
En utilisant ce dispositif, on a montré un conditionnement simple à différents stimuli. Donc là, ici, on a vu bleu et rouge, pardon. Et les truites peuvent catégoriser différents types d'objets. Donc elles discriminent ainsi, hop, voilà, des images de congénères, d'une étoile noire, ou encore d'un objet qu'on tire aléatoirement parmi un panel de 60 objets différents. Et donc ça a été montré chez plusieurs espèces de poissons, dont la truite arc-en-ciel. Donc ça, c'est un article qui a été publié par Aude Kléber, donc l'étudiante en thèse qui est avec nous. Et hop, voilà, on montre aussi qu'elles sont capables de flexibilité cognitive. Et en fait, la flexibilité cognitive, c'est la capacité adaptative à ajuster ses réponses dans un environnement changeant. C'est une tâche qui est complexe et qu'on mesure grâce au reversal learning. Donc, c'est un paradigme d'inversion de consigne. Le bleu, par exemple, dans l'exemple que je vous ai montré, que la truite avait associé à la récompense, devient le rouge. Et après un seul essai-erreur, la truite va ajuster sa réponse vers la couleur opposée, donc vers le rouge. Et quand on change ça jusqu'à 4 fois, elles y arrivent parfaitement bien. Après simplement un essai, elles se rendent compte que c'est l'autre consigne qui leur est demandée. Et ensuite, on a aussi montré qu'elle généralisait la consigne de couleur récompensée à n'importe quelle forme. Donc en isolant la couleur, quelle que soit la forme, on valide ainsi l'apprentissage d'une discrimination visuelle sur la couleur pour la truite. Donc, des études ont mis en évidence la capacité d'apprendre des concepts abstraits chez les poissons, ce qui nécessite des capacités de raisonnement de haut niveau. C'est surtout étudié chez les primates, les pigeons et les abeilles. Donc, capable de discriminer 44 visages humains différents. Le poisson archer, donc, qui a la capacité de projeter un jet d'eau sur des cibles, en fait. Donc, c'est pour lui, sa réponse conditionnée, c'est la projection d'un jet d'eau sur la cible. Donc, le poisson archer généralise les informations visuelles d'un visage qu'il a appris de face au profil de ce même visage, selon différents angles. Et donc, ils se font une représentation mentale d'un visage sous différents angles. De nombreuses études ont montré également que plusieurs espèces de poissons utilisent des règles numériques relatives, donc soit relatives, plus grand qu'eux, plus petit qu'eux, ou absolues. Et le poisson zèbre, dans une étude récente de Bloch, par exemple, il peut apprendre le concept abstrait de similarité-différence. Donc, le poisson voit d'abord s'afficher une couleur. Donc, ici, le sample, ce qu'on appelle sample, c'est une couleur verte, par exemple. Et ensuite, il a le choix entre rouge et vert. S'il choisit vert, il est récompensé. Et lorsque le sample est rouge, il doit choisir le stimulus identique, donc le même, le rouge. Et ça alterne. Et en fait, après plusieurs essais, le poisson apprend correctement la consigne, va vers la couleur identique, match to sample. Donc, c'est le concept de similarité. Et même si le sample disparaît, quelques secondes, le poisson garde dans sa mémoire de travail la couleur à retrouver. Donc, la mémoire de travail qu'on a longtemps cru réservée aux primates. Donc, maintenant, on va parler des émotions. Des émotions, d'abord en général, et puis après chez les poissons. Donc, une émotion, c'est une réaction affective, intense et brève, qui émerge d'un processus évaluatif que l'individu initie après un événement déclencheur. Donc, elle comporte une composante subjective. Donc, chez l'homme, grâce à la psychologie cognitive, il est maintenant admis que les émotions provoquées par une situation découlent d'une évaluation de la situation par l'individu selon différents critères. Le caractère soudain de la situation, le caractère nouveau, ce qui va plutôt déclencher la peur, la valence de cet événement, est-ce qu'il est plutôt positif ou négatif, la correspondance ou la non-correspondance aux attentes, et quand c'est une non-correspondance, ça peut générer de la frustration, la contrôlabilité de l'événement aussi, donc ça va plutôt générer de l'anxiété, et chez nos animaux, les émotions pourraient donc être objectivées au travers des processus d'évaluation de situations similaires à celles qui ont été développées chez les hommes. Donc, l'émotion se traduit simultanément aussi par une composante subjective, mais aussi par des réponses physiologiques qui incluent le système nerveux autonome, qui est à l'origine de l'augmentation du rythme cardiaque, par exemple, et de l'axe corticotrope, qui participe à la libération de cortisol. Et par une composante comportementale, donc les comportements qui peuvent être à la fois passifs, tout dépend de la stratégie d'évitement de l'animal, donc passif ou actif. Donc, par passif, on entend immobilisation, thymiotaxie. La thymiotaxie, c'est quand les animaux recherchent le réconfort des parois d'un bassin, par exemple. Chez la truite, c'est ce qu'on a observé. Et actif, on a les attaques, les vocalisations, la fuite. Et puis chez l'homme, on a les pleurs, le rire, etc. Et donc ici, on a une petite vidéo où on va voir une truite qui va réagir à une situation de soudaineté.
Donc là, elle est dans un bassin isolé, elle a été habituée à l'isolement pendant pendant 30 minutes et ensuite on va faire tomber une bille et on voit les réponses immédiates de fuite de la truite. Donc c'est des réponses qui se quantifient, on peut avec des logiciels mesurer cette réponse de fuite et ensuite elle va avoir une période d'immobilisation le long d'une paroi, donc anti-hémotaxie, et puis après elle va se rapprocher de l'objet, donc là on va pouvoir mesurer sa néophobie, la peur de l'objet nouveau. Donc les animaux perçoivent leur environnement selon leurs besoins, selon leurs attentes, selon leurs préférences et leur niveau de contrôle. Donc le résultat de toute cette évaluation va déterminer le ressenti émotionnel de l'animal. Donc parmi les émotions, parmi les différentes émotions qu'on connaît, la peur, c'est l'émotion finalement la plus simple à mettre en évidence chez les animaux. Il s'agit d'une émotion primitive négative en réponse à la perception d'un danger. Donc, dans une étude de Yu en 2004, en plongeant une épuisette dans l'eau, des truites montrent des réponses de peur. Donc, les poissons fuient dans le compartiment adjacent, comme celle que l'on vient de voir dans la vidéo précédente. Et si la plongée de l'épuisette est précédée d'un signal lumineux, après quelques essais, les truites montrent les mêmes indicateurs de peur à la seule apparition du signal. Donc, elles mémorisent cette association pendant au minimum 7 jours. Les auteurs n'ont pas été plus loin, mais au minimum 7 jours. Donc, les réponses de peur observées ne sont donc pas des simples réflexes, car des processus cognitifs complexes sont impliqués dans cette peur qu'on appelle une peur conditionnée au niveau central. Donc, parmi les émotions qui sont possibles d'observer chez les poissons, on peut parler de frustration, puisque c'est une émotion négative qui est générée par l'omission d'une récompense attendue. Donc, liée aux attentes, chez l'homme, cette émotion est proche de la colère ou de la déception. Chez le saumon conditionné, donc une étude a montré que, après un conditionnement à recevoir de l'aliment après un signal lumineux, des comportements agressifs sont observés lors du signal si l'aliment est omis. Donc, les auteurs parlent à ce moment-là de frustration. Donc, les états affectifs, en fait, ce sont des états émotionnels. Donc là, on a parlé des émotions, maintenant, on va parler des états émotionnels. Donc, c'est plus ou moins durable dans le temps, cette fois-ci, et ça résulte d'expériences positives ou négatives, caractérisées par leur valence, positive ou négative, et leur intensité, qui peut être forte ou faible. Donc ici, c'est un schéma qui a été repris et traduit de la théorie de Mendel en 2010, sur le corps affect, qui est relatif aux émotions de base, et l'état affectif principal qu'elles engendrent chez les animaux. Donc, il est représenté dans un espace à 2 dimensions. Donc, ici, on voit en italique les emplacements possibles de certains états affectifs, y compris les émotions discrètes de base. Et donc, les états affectifs positifs se retrouvent dans les cadrans 1 et 2. Donc, ici, la valence est positive. Et les états affectifs négatifs sont dans les cadrans 3 et 4. Et les flèches indiquent les systèmes biologico-comportementaux supposés associés à l'acquisition de la récompense, donc pour l'axe Q3, Q1, et associés à l'évitement de la punition pour l'axe Q2, Q4, donc le corps affect en rouge. Et donc, en partant de ce principe, donc on voit ici donc dans la diapo, on peut parler ici de l'état anxieux. Donc, chez un animal, à ce moment-là, c'est une intensité plutôt forte et plutôt négative. Et donc, c'est cet état anxieux. On peut le mesurer. Donc, on peut parler soit d'anxiété, soit d'état d'anxiété. Donc, dans ces cas-là, c'est soit une émotion. Si c'est durable, c'est plutôt un état émotionnel négatif qui est causé par la crainte d'un danger, qu'il soit réel ou pas. Donc, c'est souvent associé à un stress chronique ou même à une douleur chronique. Et donc, ça altère voilà. Donc, chez le poisson zèbre, qui est placé, donc là, il y a eu des études qui ont été montrées chez le poisson zèbre, qui était placé en isolement social ou exposé à une phéromone d'alarme. Donc, ce sont des situations connues pour être anxiogènes. On observe différents critères, donc une diminution de l'exploration, des nages erratiques, donc en zigzag, de l'immobilité, du freezing, et une position plutôt en bas de la colonne d'eau, et une augmentation du cortisol. Donc on voit sur le graphique que ces phénomènes disparaissent, ici le temps passé en haut augmente, lorsqu'on administre aux poissons des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Et quelques études commencent même à utiliser le poisson zèbre comme modèle pour l'étude du syndrome dépressif majeur généré par un manque de stimulation ou par un isolement social prolongé. Donc ça, c'était pour l'anxiété. Et donc, on va parler de biais de jugement aussi, donc un état négatif affectif donc prolongé
va altérer les capacités cognitives d'évaluation qui sont à l'origine d'une émotion. Donc, on parle alors de biais de jugement, et donc un état affectif prolongé négatif va rendre des individus pessimistes, et un état affectif positif va plutôt rendre des individus optimistes. Donc, en général, un état affectif négatif prolongé, c'est souvent un stress chronique ou même une douleur chronique. Donc, dans une étude récente, on a appris à des cyclidés à associer un pot à une récompense alimentaire lorsqu'il est blanc et placé à gauche, tandis que son couvercle est noir et placé à droite. À ce moment-là, il ne contient rien, donc il n'y a pas de récompense. Et après plusieurs essais, on propose aux poissons un pot placé au milieu avec un couvercle gris, donc de position et de couleur ambiguë, et on mesure la latence d'ouverture du couvercle. Donc un poisson supposé optimiste ouvrira le pot plus vite qu'un poisson pessimiste. Et après un stress de séparation sociale, les cyclidés se montrent pessimistes face à un choix ambigu. Donc ce qui confère à ces poissons des états affectifs capables de modifier leur prise de décision, donc leur capacité cognitive. Donc on va parler de la douleur aussi, puisqu'il s'agit d'une expérience sensorielle et émotionnelle aversive qui est déclenchée par une atteinte réelle ou potentielle qui provoque des réactions motrices et végétatives protectrices et qui conduit à l'apprentissage d'un comportement d'évitement, on a vu tout à l'heure, et qui peut modifier le comportement spécifique de l'espèce. Hop. Donc, on a des indices neuroanatomiques de la douleur chez le poisson. Donc, on a des nocicepteurs, donc les fibres A, delta et C, qui sont présents chez les téléostéens, donc ce qui les rend sensibles à l'acide, au chaud, à la pression, comme chez les vertébrés terrestres. Ils produisent des opiacés, ils ont des récepteurs à ces opiacés et l'action des anti-inflammatoires non stéroïdiens est correcte. Et quand on pique derrière les branchies ou avec un choc électrique à la queue, on voit sur un électroencéphalogramme que ces piqûres sont détectées par des électrodes qui sont placées dans le cerveau. Donc ça a été montré chez les salmonidés, chez la carpe et chez le carassin. Donc on sait que les poissons n'ont pas de néocortex, mais ils possèdent un télencéphale ici, qui possède lui-même le système limbique, donc le pallium médial. Donc c'est ce qui correspond en fait chez les mammifères à l'amygdale, qui est le centre des émotions, et un pallium latéral qui correspond chez les mammifères à l'hippocampe, donc qui est le centre des apprentissages et de la mémoire. Et il possède aussi ce qu'on appelle un cérébellum, donc impliqué aussi dans les fonctions émotionnelles et cognitives. Et donc, on voit que les réponses de peur ou de douleur conditionnées ne sont plus effectives quand on réalise une lésion de cette zone du cerveau. Donc, chez la truite arc-en-ciel, il y a des études phares, enfin, les premières études ont été réalisées par Lynn Snedden en 2003 et qui a appliqué une stimulation nociceptive par des substances acides autour de la bouche de la truite. Et donc, elle a observé à ce moment-là une augmentation prolongée du rythme des battements des opercules. Donc, on voit ici, au moment de l'application de la stimulation nociceptive, les poissons se sont arrêtés de s'alimenter pendant au minimum 3 heures. Elle a observé aussi des comportements natatoires anormaux avec un débalancement du corps posé au fond de l'eau, des frottements de la bouche sur les parois des bassins, et puis une baisse de la tension et une inhibition de la néophobie, qui est une caractéristique naturelle chez la truite. Donc on s'est rendu compte que ces réponses attentionnelles et de peur étaient altérées. Et donc ce sont des manifestations qui durent pendant 3 heures, après 3 heures et jusqu'à 2 jours. Donc ce ne sont pas des simples réflexes. Et en plus de cela, donc suite à une stimulation nociceptive, ces comportements sont réduits. Ici, on voit sur le schéma si des analgésiques, donc de type morphinique, sont administrés. Et chez d'autres espèces de poissons, donc il y a eu d'autres critères comportementaux qui ont été observés suite à une stimulation nociceptive. Donc par exemple, chez le tilapia ou chez le saumon, ils ont observé une baisse de l'activité de nage après un choc électrique ou après une chirurgie abdominale. À l'inverse, les mêmes auteurs ont observé chez le tilapia, après une section de la nageoire caudale, une augmentation de l'activité natatoire. Ils ont comparé aussi les seuils de détection d'acide chez la carpe et chez la truite. Donc, il faut que le seuil soit supérieur à 5% pour créer des manifestations chez la carpe, alors qu'il n'est que de 2% chez la truite. Ils ont réalisé également des conditionnements aversifs, donc avec un évitement appris d'une zone associée à des chocs électriques. Donc, c'est pas une réponse réflexe. Et puis, chez le poisson zèbre, Lynn Snedden a montré que les poissons zèbres étaient capables de s'auto-administrer des analgésiques quand ils étaient soumis à une stimulation nociceptive.
Donc pour ça, ils vont dans un compartiment qui est en présence d'un analgésique. Donc les indicateurs comportementaux et les seuils de la douleur sont variables selon le stimulus nociceptif et selon l'espèce. Donc maintenant, on va faire un lien, enfin voir le lien entre la cognition, l'émotion et le bien-être des animaux. Et pour faire ce lien, je vais introduire brièvement la notion de bien-être parce qu'elle va être développée après par les autres intervenants. Donc, la définition qui a été établie par l'agence de santé l'ANSES en 2018 dit que le bien-être d'un animal, c'est un état mental et physique positif lié à la satisfaction des besoins à la fois physiologiques et comportementaux de l'animal, ainsi que de ses attentes. Et cet état varie en fonction de la perception, donc cognitive, de la situation par l'animal. Donc, le bien-être d'un animal est fortement associé à l'existence d'états émotionnels et à sa capacité à percevoir, donc sa capacité cognitive à percevoir son environnement. Donc, permettre à un animal de ressentir des états émotionnels positifs et d'éviter des états émotionnels négatifs dépend de ce que l'animal sait et apprend de son environnement, donc dépend de ses capacités cognitives. Et pour un animal, le fait de pouvoir s'adapter à des situations complexes, même en élevage, de reconnaître ses congénères, de s'habituer à des stress répétés, d'anticiper la distribution alimentaire, va contribuer à son bien-être. À l'inverse, il a été montré qu'un état de stress prolongé réduit les capacités cognitives des animaux et altère leur réactivité émotionnelle et donc leurs états émotionnels. Donc dans ce sens, les émotions, la cognition et le bien-être sont étroitement connectés. Et on parle aujourd'hui de positive welfare, donc qui représente les états mentaux et physiques qui excèdent ce qui est strictement nécessaire pour la survie immédiate d'un animal. Donc il faudrait donc donner à l'animal la possibilité de ressentir des émotions positives. Mais est-ce que les émotions positives existent chez les poissons? Donc, comme chez les mammifères, les poissons possèdent des systèmes neuronaux qui modulent les états émotionnels et qui sont impliqués dans les circuits de la récompense. Donc, il y a les systèmes sérotoninergiques et dopaminergiques, et puis il y a le système limbique qui est activé par la production d'endorphines. Et donc, dans les récifs coralliens, il y a une étude qui a montré que, on sait que les poissons chirurgiens entrent en contact avec des labres nettoyeurs qui consomment les ectoparasites présents sur leur corps, et ça leur procure une forme de massage pour le poisson chirurgien. Et dans l'étude de Suarez, il a été montré que des poissons chirurgiens qui ont été mis en présence d'un poisson nettoyeur fictif mais mobile, et donc qui permettrait aux poissons de s'auto-nettoyer, avait un taux de cortisol inférieur à celui de poissons mis en présence d'un labre statique. Donc ce massage procurait donc une stimulation tactile, peut-être source de plaisir pour le poisson. Et donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et on va passer à une petite vidéo de truite où on voit effectivement les poissons qui sont attirés vers un rideau de bulles placé dans leur bac. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est fini. Merci beaucoup, Violaine, pour la présentation. On peut faire du coup une première synthèse. Il y a déjà énormément d'idées. On se rend compte que vous avez déjà beaucoup d'idées sur ce qui serait intéressant d'observer. Donc c'est vraiment très bien. Alors on a beaucoup de choses qui concernent l'intégrité physique du poisson, avec donc les lésions, les blessures, l'érosion au niveau des nageoires, regarder les branchies, les ouïes, les déformations de la colonne vertébrale, surveiller la santé. Après, on a du coup beaucoup de réponses qui concernent le comportement du poisson, avec des choses plus détaillées, donc comme le comportement de nage, la répartition dans le bassin, la nage en surface, les accélérations, les sauts, la réaction à l'homme. Ensuite, on a des post-it plus en lien avec le comportement alimentaire. Et enfin, des liens avec la zootechnie. Donc, on a la qualité de chair, la croissance, la qualité de l'eau aussi qui a été citée plus en lien avec l'environnement pour le coup. Parce que c'est vrai qu'il y a, en fait, 90% de vos réponses sont des indicateurs directement observables sur le poisson, ce qui est très... c'est vraiment
Bien. Et ensuite, on a aussi un post-it important, regarder le bien-être du pisciculteur, puisque voilà, ça peut aussi impacter le bien-être du poisson. Bah, merci beaucoup pour toutes vos idées très riches. Et du coup, bah, Marie-Laure Bégou de l'Ifremer va pouvoir vous donner encore plus de détails là-dessus. Oui, bonjour à tous. Alors, je ne vais pas centrer ma présentation sur le bien-être du pisciculteur, hein, désolé. On pourrait. Ceci dit, il y a des sciences sociales qui s'intéressent à la connaissance du bien-être des éleveurs. Et j'avais une collègue qui avait fait des interviews en ce sens. Donc, il y a eu des travaux de fait quand même. Ce n'est pas totalement ignoré. Mais là, on va rester plutôt centré sur le système d'élevage et le poisson. Donc, pour faire juste une introduction un petit peu générale sur la définition du bien-être. Donc, il y a eu dans les années 60-70 la définition un peu plus pratique, on va dire, des 5 libertés. Et en fait, donc ces 5 libertés, c'est valable, hein, pour n'importe quel animal, on va dire. Donc, absence de faim et de soif, absence d'inconfort, absence de douleur, de blessure ou de maladie, liberté d'exprimer un certain nombre de comportements propres à l'espèce et enfin, absence de peur et d'anxiété chez l'animal. Donc, vous voyez qu'on reprend un grand nombre des termes que Violaine a évoqués juste avant. Et en fait, de manière très générale, ces libertés en fait seront mieux respectées si le responsable en charge du soin des animaux est capable de fournir une certaine planification, une gestion de ce qui se passe dans l'élevage, qui soit précoce, attentionnée, responsable, avoir une équipe qui soit qualifiée, compétente, consciencieuse. Donc, je pense que tous les gens qui sont présents aujourd'hui ont tout à fait ces traits-là. Il faut aussi travailler dans un environnement qui est conçu de façon appropriée pour la réalisation de la tâche. Et puis avoir des manipulations, des transports, enfin des méthodes que l'on utilise qui préviennent tout risque de problème. Et puis, in fine, évidemment, qu'il y ait un abattage respectueux des animaux. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire de manière très générale. Et puis, ça fait écho aussi, j'y reviendrai, à la définition qu'a présentée tout à l'heure Violaine, qui a été proposée par l'ANSES en 2018. Donc, comme maintenant, je pense que tout le monde vous en êtes convaincu suite à la présentation de Violaine, la prise en compte du bien-être des animaux, bon, c'est une problématique générale, mais alors pour les poissons, en fait, pendant très longtemps, ils ont été carrément oubliés, hein, et donc il y a eu cette brochure qui a été faite par le Eurogroup for Animals, qui a repris un certain nombre des informations que Violaine vous a données. Donc, les poissons sont complexes, ils sont extrêmement variés. On parle de 35 000 espèces, donc c'est quand même extrêmement compliqué. Il n'y a pas le poisson, il y a les poissons. Et puis, comme on vient de le voir, ils sont aussi capables de percevoir la douleur et d'avoir des altérations dans leur perception, dans leur comportement, suite à ces perceptions de stimuli négatifs. Toujours un petit peu plus de contexte général. Donc, c'est toujours dans cette publication de 2018 où il y avait eu une grande enquête à l'échelle européenne sur la perception du bien-être en aquaculture, on dirait, pour les poissons. Et en fait, le point fort qui a été mis en avant dans cette étude, c'est que l'abattage des poissons, l'abattage des poissons, ça concerne un nombre absolument faramineux d'individus, puisque là, on est sur des animaux qui sont globalement de petite taille. Si vous comparez à une vache ou à une dinde, on n'est pas du tout dans les mêmes gammes de taille. Donc, du coup, la conséquence immédiate, c'est le nombre 970 à 2700 billions. Donc, c'est absolument énorme comparé, par exemple, aux poules qui sont autour de 66 billions. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment un questionnement fort aussi relatif à le nombre d'individus qui vont être touchés par éventuellement des problèmes de santé ou de mal-être. Et donc, les consommateurs, lorsqu'ils ont été interrogés, en fait, ce qu'ils ont vu en premier, alors c'est un petit peu différent du klaxon qu'on a fait tout à l'heure, ce qu'ils ont mis en premier, en fait, c'est l'environnement. Donc, le grand carré en bleu, donc leur
perception des éléments importants pour assurer le bien-être, c'était la qualité de l'environnement. Et puis, en deuxième, c'était la durabilité de l'élevage. Donc, c'est ce qu'on voit ici avec ces deux éléments. Et puis, en dernier, mais quasiment, finalement, à part égale, hein, vous voyez, en rose ici à droite, c'était que les animaux soient correctement traités. Donc, qu'il y ait de la bientraitance dans les élevages. Donc, je vous invite à aller parcourir ce document. Vous apprendrez plein de choses sur les perceptions différentielles selon qu'on est espagnol, suédois, français. Ensuite, donc pour continuer dans ces différentes notions importantes, donc à travers la présentation de Violaine, et si vous l'avez vu, donc les animaux sont reconnus, y compris par la loi, comme des êtres sensibles, c'est-à-dire qu'on considère qu'ils ont une dimension sensorielle. Donc ça, c'est tout ce qu'on a vu. Ils sont voir, entendre et avoir des capacités cognitives pour intégrer toutes ces informations, évidemment. Et puis, une dimension en rapport avec un contenu psychique, donc on vient d'en parler, les émotions, les douleurs, etc. Ah, faut que je clique ici. La conscience, c'est un autre niveau, en fait, qui également, il y a eu un gros travail de fait par l'INRA en 2018. Donc, il y a un livre qui est paru qui s'appelle « La conscience des animaux ». En fait, la conscience, c'est ce qui permet de caractériser la façon dont l'animal ressent la situation qu'il vit. On ne parle pas de choses extrêmement sophistiquées, hein, mais simplement, un animal, il va percevoir des stimuli dans son environnement, il va ressentir une situation et il va y répondre. Et donc ça peut être en fait au cœur de la définition de son niveau de bien-être. Les 5 libertés, on vient d'en parler. Et la définition de l'ANSES, donc tout à l'heure, Violaine vous l'a présenté. Ce qui est vraiment important dans cette définition, c'est qu'il n'y a pas seulement l'état physique. Donc, tout à l'heure, vous avez listé beaucoup d'indicateurs sur l'intégrité physique des animaux, mais vous avez aussi listé tous les aspects comportementaux. Il y a aussi donc tous ces aspects physiologiques et comportementaux qui sont liés à la perception de la situation par l'animal. Donc maintenant, si on s'avance sur le contexte juridique, en fait, donc en 2015, ça date pas d'il y a très très longtemps, mais en 2015, une loi a repris des éléments de la loi de 76 qui dit que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Ça concerne, alors c'était dans le cadre de la protection de la nature, ça concerne aussi les poissons. C'est vraiment très important parce qu'avant ces dates-là, les animaux étaient considérés comme des biens immobiliers. Donc sans sensibilité, sans rien, comme une chaise. Donc ensuite, il y a eu les autres réglementations. Alors chez les poissons, elles sont pas très nombreuses, hein, c'est un peu notre problème. C'est que au niveau européen, il existe une réglementation qui est la 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de l'abattage, qui concerne également les poissons, mais qui définit pas du tout la manière de le faire. Il y a également la protection des animaux élevés pour l'élevage, pour la production, pour l'élevage, pour l'homme. Et puis, à côté de ça, donc ça, c'est vraiment les lois de base. Et à côté de ça, l'Agence européenne de santé animale a produit un ensemble de recommandations sur le bien-être des différentes espèces de poissons en élevage pendant le transport et l'abattage en 2008-2009. Donc ça, c'est des documents qui sont complètement disponibles sur le site de l'EFSA. Mais par la suite, ça date déjà, hein, ça n'a pas été traduit en législation. Donc, à l'heure actuelle, on a des recommandations qui ont été reprises par d'autres grands organismes comme l'OIE, par exemple, comme un certain nombre d'agences non gouvernementales, mais il n'y a pas de législation nouvelle. À part une opinion donc, qui a été publiée en 2017 par l'Europe, mais c'est aussi basé sur ces recommandations, intégrant toutes les nouvelles connaissances possibles. Donc, vous avez aussi ce document qui peut vous présenter l'état en ce moment du contexte juridique. Donc, quelles sont les spécificités et du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour évaluer ce bien-être? Alors déjà, on a une très grosse contrainte, c'est la vie en milieu aquatique, puisqu'il va y avoir une forte variabilité des caractéristiques du milieu de vie. C'est le compartiment eau est beaucoup moins stable que l'air.
pour un plus grand nombre de paramètres et donc on sait très bien qu'il y a un impact significatif de ces caractéristiques sur les réponses physiologiques des poissons face à un challenge. Par exemple, s'il y a du CO2 à hauteur de 10 à 15 mg par litre, on sait que ça va modifier la capacité du poisson à faire face à un challenge supplémentaire qui pourrait être par exemple une hypoxie ou une manipulation, une pêche. Donc, la suivi de la qualité de l'eau, comme certains l'ont indiqué, c'est vraiment aussi un paramètre clé de l'analyse du bien-être des poissons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une grande diversité d'espèces. Selon que vous élevez des poissons marins dans le sud de la Méditerranée ou un saumon dans le nord, vous n'aurez pas évidemment les mêmes contraintes et les mêmes caractéristiques à suivre. Les niches écologiques sont extrêmement variées. Si vous vous adressez aussi à une carpe dans un étang, enfin ça n'a vraiment rien à voir. Et donc, il faudra parler plutôt des bien-être des différentes espèces, puisque typiquement, l'expression des comportements d'une espèce benthique, comme la sole ou le turbo, ça, c'est très différent, ou l'esturgeon, c'est très différent de nécessiter de grandes nages très actives qu'on va retrouver chez un saumon, par exemple. Donc, les indicateurs, ça va être, donc, qu'est-ce qu'on va être capable de mesurer chez des poissons, de préférence dans une situation réelle. Alors évidemment, nous, chercheurs, on est obligés de passer par l'étape expérimentale parce qu'on ne peut pas travailler tout de suite avec des aussi grands nombres, même si on essaie de s'en rapprocher le plus possible. Donc, il y aura 2 grandes familles de mesures que l'on va pouvoir effectuer. Les mesures non invasives, donc tout ce qui est performance zootechnique, donc comme vous l'avez indiqué, la croissance, la santé, la mortalité, ça c'est évidemment des mesures que l'on peut observer. Alors la mortalité, malheureusement, c'est bien tardif. L'état général du poisson, donc son intégrité physique, donc tout ce que vous avez mentionné sur l'état des nageoires, des blessures, etc. Donc ça va vous donner un point sur le statut physique. Et puis éventuellement comportemental aussi, parce que la croissance nécessite que l'animal ait pu avoir une activité alimentaire correcte. Donc ça, on peut aussi relier le comportement et la croissance à travers l'activité alimentaire. Et puis aussi l'activité de nage, parce que des poissons qui nagent trop, finalement, ils vont dépenser beaucoup d'énergie dans la nage, parce que par exemple, il y aura trop de courant dans un bassin. Une difficulté à accéder à l'aliment ou une dispersion de l'aliment qui se passera mal. Donc, il peut y avoir quand même des liens forts entre utilisation de l'espace, capacité de s'alimenter et croissance au final. Donc, ça peut être aussi un signal fort précoce. Et puis après, évidemment, il y a tout ce qui est mesures invasives qui vont nécessiter d'échantillonner des animaux, donc de les prélever du milieu, qui vont nécessiter éventuellement une anesthésie, un prélèvement de sang, ou éventuellement une mise à mort pour faire des analyses biochimiques fines. Et là, on aura un statut physiologique plus complet, plus abouti de l'animal. Donc tout ça, évidemment, doit se faire avec également un suivi précis et en continu des caractéristiques physico-chimiques de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui se pratique de plus en plus dans les élevages. Et puis, avoir bien une démarche qui soit multiparamètres, donc être capable d'associer des observations, des mesures physiologiques, des analyses de comportement pour pouvoir avoir une vue globale de l'état de bien-être des animaux. Donc, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été faits. Alors évidemment, nos collègues norvégiens et anglo-saxons se sont appropriés cette problématique bien avant nous. Donc, il y a eu beaucoup de travaux de faits et je vais vous en présenter certains après, notamment par des collègues donc anglo-saxons. Donc, Mellor et Tally en 2009 ont publié un livre qui s'appelait donc La science de l'étude du comportement des animaux. Et donc là, vous retrouvez aussi l'ensemble des points que vous avez évoqués aussi dans le klaxon, donc les grandes familles d'indicateurs. Donc tout ce qui est basé sur les ressources, donc l'aliment qui va être distribué aux animaux, le type d'alimentation. Alors est-ce que ça va être alimentation à la main? Est-ce que ça va être des distributeurs? Quel va être le type est-ce que c'est des distributions très localisées ou très dispersées? Donc, le mode de distribution de l'aliment. Donc, ça, c'est des ressources qui sont maîtrisables par l'éleveur, on va dire. L'environnement,
Donc là, la qualité d'eau, évidemment, la régulation thermique quand elle peut être mise en place. Et puis, ça va impacter ça très directement, la respiration chez l'animal et puis sa balance osmotique, puisque évidemment l'animal est en équilibre osmotique selon qu'il est poisson d'eau douce, poisson d'eau de mer. Il y a des équilibres qui vont être différents et qui vont se mettre en place. La santé, évidemment, donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, l'hygiène évidemment est essentielle, sous-jacente à la santé des animaux. Donc ça, c'est aussi des indicateurs qui doivent être enregistrés, bancarisés sur les élevages, de manière à avoir des indicateurs sur ce qui se passe aussi en termes de protection et de traitement que l'on peut appliquer aux animaux. Et puis donc au niveau du comportement, on a le contact social, on a effectivement, comme ça a été souligné tout à l'heure, l'isolement de certains animaux du groupe. Ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. La capacité des animaux à se reposer aussi, c'est très important, à avoir un rythme d'activité, de repos-activité. Éventuellement un comportement sexuel, alors ça, c'est pas forcément, ça dépend complètement du stade auquel on s'intéresse. Et de toutes ces 4 grands blocs vont découler un certain nombre de perceptions, donc feelings, donc de faim, de satiété, de douleur, éventuellement de panique dans les cas extrêmes, tout ça va former donc ce qu'on va appeler donc le statut de bien-être des animaux. Donc, comme je vous disais, il y a déjà des gros bouquins qui existent et qui détaillent tous ces indicateurs pour la truite et pour le saumon. Et donc là, vous allez retrouver effectivement les 2 grands types d'indicateurs, ceux qui sont centrés sur l'animal, à l'échelle du groupe, donc par exemple la mortalité, ou à l'échelle de l'individu, par exemple l'état des nageoires. Donc ça, c'est très, très bien expliqué. Et puis les indicateurs, comme on vient de le dire, centrés sur l'environnement, à la fois la qualité de l'eau, mais il ne faut pas oublier du tout le système et les pratiques d'élevage. Comment est-ce que l'on va transférer ces animaux d'un bassin à l'autre, dans quelles conditions? Ça, c'est vraiment tout du domaine de la pratique d'élevage et c'est aussi important que la qualité de l'eau et des autres indicateurs. Alors, donc pour reprendre un petit peu de manière vraiment très concrète et opérationnelle, donc typiquement pour les indicateurs basés sur l'environnement, on peut aussi vérifier que le matériel est correctement entretenu et utilisé sur une pisciculture. Avoir une équipe qui soit formée et compétente, donc capable de percevoir qu'il y a quelque chose. Alors je sais que les gens qui nourrissent les poissons, en particulier à la main, sont parfaitement réceptifs à la façon dont les poissons vont consommer l'aliment. Donc ça, c'est très important. Est-ce que le matériel est correctement rincé, nettoyé, aussi en préparation de réception des lots? Donc ça, c'est des choses très importantes. Indicateurs basés sur le groupe, donc la prise alimentaire, le comportement, la croissance, mortalité, poissons moribonds et qui s'isolent du groupe, ce sont des signes précoces qui doivent alerter. L'état de santé, évidemment. Et puis, bon, quand on arrive sur des indicateurs basés sur l'individu, on va regarder un certain nombre de dommages sur les yeux, sur la peau, les nageoires, le museau. Si des infections secondaires apparaissent, donc ici, typiquement, on observe une infection secondaire sur une petite lésion qui a dû être sur la peau, sachant qu'il peut y avoir des pathogènes qui sont endémiques à une installation, qui vont être silencieux pendant très longtemps, et il suffit d'un petit stress supplémentaire lié à un coup de froid, lié à une baisse d'oxygénation, et on va avoir des flambées de maladies. Ce ne sont pas des pathogènes qui sont nouveaux ni qui viennent d'être introduits, mais c'est des pathogènes en fait qui émergent à l'occasion d'un stress supplémentaire. Voilà, donc lorsqu'on veut procéder à l'analyse de ces indicateurs, on peut avoir des arbres de décision. Et donc ça, je pense que Mathilde va aussi nous en parler après. Donc quand on fait les observations visuelles, donc qui sont des indicateurs opérationnels de bien-être, on va pouvoir observer les animaux, les systèmes, et puis si on détecte quelque chose et que c'est suffisant, on va pouvoir essayer d'initier une décision. Par exemple, remettre en service la pompe d'aération supplémentaire parce qu'on trouve que les poissons sont très en surface. Ça peut être une observation, une décision très simple. Des fois, ce n'est pas suffisant, la situation va perdurer, donc on va
continuer sur des indicateurs opérationnels, mais qui sont un petit peu plus invasifs. Et puis, on va aussi solliciter ce qui ici est appelé des labs, des indicateurs de bien-être en laboratoire. Donc, par exemple, faire une prise de sang, par exemple, faire un prélèvement de branchies, faire appel au vétérinaire pour aller plus en détail donc sur la sévérité, déterminer s'il y a des blessures, des maladies. Et ça peut être suffisant et permettre une action, par exemple, un traitement, par exemple, une division de l'eau pour que les poissons soient moins nombreux ou un tri des animaux. Donc, il peut y avoir un certain nombre d'actions que l'on va prendre. Et puis, au troisième niveau, là, il va falloir une expertise supplémentaire. Donc, le vétérinaire, j'en parlais tout à l'heure. Avant, ça peut être simplement de la responsabilité du responsable bien-être de l'installation, puisque comme vous le savez probablement, depuis le début de l'année 2022, il est maintenant nécessaire d'avoir un correspondant bien-être animal sur chaque exploitation. Et donc, les formations sont en train de se créer. Celle que l'on fait aujourd'hui en est certainement une. Donc, on peut après avoir besoin d'un expert extérieur pour aller sur un état de santé, de définir s'il y a un pathogène en particulier, s'il y a besoin d'une antibiothérapie en particulier, etc. et aller vers une décision. Donc, voilà comment tous ces éléments que je viens de vous donner s'articulent pour aller jusqu'à une décision, parce qu'évidemment, il faut aller au-delà du constat qu'il y a un problème, il faut le corriger. Donc, il y a eu un projet européen et principalement norvégien qui s'appelait Fishwell, où ils ont défini des fiches pratiques comme ça pour les salmonidés, évidemment. Et donc ça, c'est un super grand poster de grand format qui est dans les installations d'élevage et qui permet comme ça d'établir des scores. Et donc, lorsque vous allez manipuler un lot, par exemple, à l'occasion d'une vaccination, vous pouvez décider que sur un sous-échantillon d'animaux, vous allez regarder, par exemple, l'érosion des nageoires. Donc, ça ne se fait pas au hasard, ça se fait avec un système de scoring. Donc, vous allez établir, donner le score numéro 1 s'il y a juste quelques petites cassures dans la nageoire, le score numéro 2 si elle est creusée, par exemple ici, et le score numéro 3 si la nageoire a carrément disparu. Donc, il existe ces outils-là. Ils ont été également transposés chez un certain nombre d'espèces. Alors, évidemment, ils existent aussi, alors quand je dis salmonidés, j'inclus la truite, mais ils existent aussi pour certains aspects, par exemple les nageoires, ça a été fait aussi chez le bar, chez la dorade. Donc, il y a aussi plus d'espèces que les salmonidés. Voilà, donc pour élargir un petit peu le propos aussi, je voulais vous parler d'une initiative toujours par des collègues norvégiens qui veulent aller vers ce qu'ils appellent la precision fish farming, donc vraiment aller vers l'intégration de tous ces éléments que je viens donner pour améliorer la production en aquaculture. Et donc là, c'est aussi aller vers davantage de monitoring, parce que comme je vous le disais, être capable de décrire son environnement d'élevage est vraiment très important, parce que ça va permettre justement d'aller plus vite dans la prise de décision. Parce qu'on peut justement, lorsqu'on va regarder, alors ça typiquement, c'est une illustration qui vous montre le positionnement des poissons dans une cage, donc qui est mesuré avec un échosondeur qui est en dessous de la cage. Ça peut être aussi des caméras vidéo, ça peut être d'autres outils comme de la télémétrie qui vont permettre d'enregistrer le rythme cardiaque, donc évoqué tout à l'heure Violaine. Et donc avec tous ces capteurs intelligents, toute cette mesure en ligne, en fait, on va pouvoir observer et agir avec éventuellement des actions qui peuvent être automatiques. Donc, par exemple, réouvrir l'électrovanne d'oxygène si on voit qu'il y a un problème. Et puis, intégrer tout ça dans des modèles qui vont permettre d'aller vers de la décision, voire vers des outils d'évaluation comme ce que va vous présenter Mathilde ensuite. Donc, être capable d'intégrer tout un tas d'informations pour faire des diagnostics in situ. Donc, je ne sais pas, Mathilde, où j'en suis au niveau temps, parce que soit je m'arrête ici, soit je continue un petit peu. Est-ce que tu peux me dire? Ouais, on arrive à la fin du timing d'ici 2 minutes.
Voilà. Bah, du coup, je vais m'arrêter là et plutôt laisser du temps pour la discussion suivante. Merci beaucoup, Marie-Laure. Alors, donc la dernière présentation, donc je vais vous présenter donc le développement d'une méthode d'évaluation du bien-être en pisciculture, qui sont donc des travaux menés par l'ITAVI en lien avec les partenaires que vous pouvez voir sur la diapositive. Alors donc ces travaux s'inscrivent dans un contexte où on observe, vous l'avez très bien vu lors des deux présentations de ce matin, une avancée assez conséquente des connaissances scientifiques sur aujourd'hui des premiers indicateurs de bien-être chez le poisson, sur la sensibilité des poissons à la douleur notamment, comme l'a présenté Violaine, et donc aussi notamment sur les émotions, les capacités cognitives. Donc en parallèle à ces avancées, on observe du coup aussi une attente de plus en plus croissante des citoyens pour le bien-être du poisson, pour que les poissons soient traités au même titre en fait que d'autres espèces d'élevage. Et donc, en lien avec ce contexte, la filière aussi souhaite pouvoir avancer sur ce sujet et prendre en main ce sujet et donc disposer d'une méthode pour évaluer le bien-être des poissons en pisciculture et donc disposer d'une méthode qui soit facilement applicable sur le terrain pour une utilisation en routine. Donc dans ce contexte, on a développé ces projets qui s'appellent donc Aqua Bien-être et BABA, pour lesquels on essaie de développer un outil qui répond à ces attentes. Alors cet outil, il s'appuie en très grande partie sur une méthode qui est déjà existante, qui s'appelle l'outil Eben, qui a été développé par l'ITAVI en 2018 pour les productions de volailles et de lapins. Et qui est aujourd'hui un outil qui est opérationnel puisqu'il est bien utilisé par les éleveurs sur le terrain. Il est reconnu et donc pris en main par les professionnels et il est reconnu aussi en grande partie puisqu'il s'appuie notamment sur une méthode européenne d'évaluation du bien-être qui s'appelle Welfare Quality, que vous connaissez peut-être, et qui est une méthode largement reconnue pour sa fiabilité. Donc pour vous remettre en tête rapidement ce que c'est Eben, je vais vous présenter très rapidement en quoi ça consiste aujourd'hui donc pour les productions de volailles et de lapins. Donc c'est un outil qui est disponible sur smartphone, donc à destination des éleveurs, des techniciens et des vétérinaires pour réaliser des auto-évaluations du bien-être des animaux en élevage. Donc aujourd'hui, il existe pour poulets de chair, pondeuses, dindes, pintades, cailles, lapins et depuis peu pour les canards également. Donc c'est une évaluation qui se déroule en différentes étapes où on va d'abord l'éleveur va remplir un questionnaire pour renseigner tout un tas d'informations sur ses pratiques, sur le lot en lui-même. Ensuite, on a des évaluations du comportement des animaux qui sont réalisées dans l'élevage. Ensuite, une évaluation sanitaire des animaux. Et ces différentes étapes amènent à une page où vous pouvez observer les résultats qui sont synthétisés. Je vous montrerai ça juste après. Et donc, en fait, cet outil permet d'évaluer le bien-être pour montrer que l'environnement de vie des animaux leur permet de satisfaire de nombreux besoins et donner du sens aussi à certaines pratiques. Donc, ça permet en routine aux éleveurs de pouvoir aussi voir comment le bien-être de leurs animaux évolue en fonction des différentes choses qui peuvent être mises en place dans l'élevage. Si par exemple l'éleveur décide de changer telle pratique, d'aménager de telle façon l'environnement de vie, il peut faire ensuite des évaluations pour voir comment ces pratiques vont jouer sur le bien-être de ces animaux. Donc, pour que vous ayez une idée de comment ça se présente très concrètement, donc là, vous avez des captures d'écran de l'outil. Donc, comme je vous disais, avec pour le questionnaire, donc des données à rentrer sur des spécifications techniques avec l'effectif de mise en place, l'âge des animaux, les pratiques, donc au niveau de l'intervention sur les animaux, de la mise à mort, etc. Au niveau du comportement, donc ça se déroule en 3 phases de 5 minutes d'observation. Vous allez rentrer, dès que vous l'observez, le nombre de comportements qui sont exprimés par les animaux que vous observez dans une zone d'observation. Ensuite, vous réalisez le protocole sanitaire où vous faites un aller-retour donc là dans le cadre des volailles dans votre bâtiment et vous relevez également dès que vous observez un animal qui est petit, blessé, immobile, vous le comptabilisez. Vous pouvez renseigner aussi
le pourcentage d'animaux sales, la qualité de litière. Donc il y a quelques indicateurs aussi qui définissent l'environnement de vie. Et donc à la fin, voilà, vous arrivez sur un écran qui vous affiche en fait un radar qui reprend donc les 12 critères du bien-être animal, que je vous détaillerai ensuite juste après, et qui vous permet en fait directement de vous situer donc sur une note de 0 à 5. Donc 0 c'est le centre du radar et 5 c'est l'extrémité du radar. Donc avec un système de couleurs, vous pouvez voir aussi sur l'ensemble des indicateurs comment vous vous situez et quelle note vous avez obtenue pour l'ensemble des critères. Donc on a des critères qui touchent à l'alimentation, d'autres au confort, au repos, à l'environnement, d'autres à la santé et enfin des critères qui correspondent au comportement des animaux. Donc Eben, c'est vraiment un outil de progrès qui permet aux éleveurs de pouvoir identifier des axes d'amélioration pour continuellement améliorer l'état de bien-être des animaux dans les élevages. Donc revenons à nos poissons. Donc l'objectif, nous, c'était de pouvoir développer un outil similaire pour les poissons. Donc pour cela, on est reparti donc de la base et donc de qu'est-ce que ça veut dire en fait le bien-être chez le poisson. Donc en fait, on est reparti de la définition qui vous a été présentée de l'ANSES qui a été proposée en 2018. Et donc sur la base de cette définition, on a resitué donc les 4 grands principes du bien-être animal, donc la bonne alimentation, le bon environnement, la bonne santé et le comportement approprié de l'espèce, à partir desquels on a, avec un groupe de travail composé donc de scientifiques et de professionnels, on a essayé de traduire, d'expliciter. Donc par exemple, pour la bonne alimentation. Donc ça va être des principes qui sont assez généraux dans un premier temps. On va traduire ça par l'ensemble du lot de poissons doit pouvoir bénéficier d'une alimentation complète en adéquation avec les exigences de l'espèce, de leur état physiologique, de leur âge ainsi que des exigences du milieu. Et la mise à jeun avant l'abattage ou tout autre événement doit être optimisé. Donc ensuite, chacun des principes ont été traduits sous forme de critères, c'est-à-dire comment on va aller ensuite sur quelle base on va pouvoir estimer que le bien-être est respecté ou pas. Donc, pour le principe de bonne alimentation, le critère a été gestion adaptée de l'alimentation, par exemple. Et donc, l'objectif ensuite, in fine, est de pouvoir ensuite identifier des indicateurs. Donc, nous, on a fait le choix, vous le verrez après, de se baser essentiellement sur des indicateurs basés sur des mesures sur le poisson, sur l'animal lui-même, et donc d'aller chercher des indicateurs qui vont nous permettre de directement mesurer si le critère et donc le principe de bien-être est bien respecté. Donc pour cela, on a dans un premier temps fait des recherches bibliographiques. Comme vous avez pu le voir lors des premières présentations, il y a déjà énormément de choses qui existent dans la littérature scientifique. Et on s'est aussi basé sur des enquêtes terrain que nous avons réalisées sur un certain nombre de piscicultures, avec l'objectif aussi de pouvoir étudier la variabilité des systèmes d'élevage qui existent aujourd'hui en France, pour ensuite pouvoir proposer une méthode qui soit adaptée à l'ensemble des systèmes existants aujourd'hui. Ensuite, pouvoir identifier les pratiques les plus critiques pour le bien-être du poisson, recueillir aussi le point de vue des pisciculteurs sur la thématique du bien-être, et enfin et surtout, pouvoir identifier les indicateurs de bien-être déjà utilisés par les pisciculteurs pour fortement s'en inspirer pour notre méthode d'évaluation. Donc à la suite de cette enquête et de cette recherche bibliographique, on a pu échanger avec le groupe de travail dont je vous parlais, donc composé de scientifiques professionnels de la filière piscicole, plus des consultations avec des ONG. On a abouti à une liste d'indicateurs à tester pour notre méthode d'évaluation. Donc cette liste d'indicateurs, elle a été donc mise en forme sous la forme donc d'un protocole d'évaluation que nous avons donc ensuite testé dans un certain nombre de piscicultures. Donc on a testé au total cette méthode sur 17 sites de pisciculture, donc dans un premier temps de truites. Donc des sites qu'on a appelés sites référents puisqu'on les a suivis très régulièrement, donc durant 1 an. Environ tous les 2 mois. On a abouti du coup à 5 suivis par site. L'objectif était d'avoir des observations au fil déjà des différentes saisons pour aussi comprendre l'impact de la saisonnalité sur l'évolution des indicateurs. Pouvoir aussi, dans la mesure du possible, suivre des lots sur l'ensemble du cycle de production, donc de l'alvinage jusqu'au grossissement pour aller jusqu'à de la très grande truite.
L'objectif était aussi d'avoir des sites où on observe les différentes étapes, donc comme je l'ai dit, écloserie, grossissement, aussi des sites qui pratiquaient plutôt de la production pour du repeuplement. On avait sur ces sites à la fois de la truite arc-en-ciel et de la fario, et donc la diversité des catégories de taille possibles. Donc pour chacun des suivis réalisés sur site, on a donc appliqué notre protocole d'observation. Donc l'idée était de réaliser des mesures uniquement non invasives, donc sans prélèvement des poissons. Donc pour ça, on a décidé de se baser donc sur l'observation depuis le bord du bassin. Donc à chaque fois, on a décidé pour l'ensemble des observations de diviser nos bassins en 3 zones, donc tête, milieu et queue de bassin, pour répéter nos mesures et pour aussi avoir une évaluation en fait qui soit la plus représentative possible de tout ce qui peut se passer dans un bassin. Donc voici les indicateurs qu'on a pu donc tester lors de notre protocole d'évaluation. Donc à la fois des indicateurs basés sur l'état physique du poisson, donc des érosions au niveau des nageoires, des opercules du nez ou de la bouche. On a observé l'état des yeux. On a observé les déformations vertébrales, la perte d'écailles, les coups de soleil, la mousse. Ensuite, des animaux qui sont vraiment plus petits que le reste du lot, les nécroses en dehors des nageoires. Et on a aussi observé les animaux qui étaient moribonds et évidemment les morts. Donc pour l'ensemble des indicateurs qui sont testés, on a essayé d'estimer le pourcentage d'individus touchés durant 5 minutes d'observation par zone, donc sur l'ensemble des 3 zones. Au niveau du comportement, donc on a dans un premier temps, donc le comportement s'est fait après les 5 minutes d'observation sur les indicateurs physiques, avec l'idée aussi de pouvoir laisser un certain temps aux poissons pour s'habituer à notre présence, pour éviter de biaiser au maximum donc les mesures des comportements. Et donc en amont, avant donc cette phase d'indicateur physique, puis de comportement, une chose qu'on a fait au tout début, quand on arrive sur le bassin, c'est la réaction des poissons à notre arrivée sur le bord du bassin et combien de temps les poissons mettent pour retrouver un comportement classique avant celui qui retrouve le comportement qu'ils avaient avant notre arrivée. Et donc ensuite, au niveau des comportements, ce qu'on a pu mesurer et observer, donc ça va être les comportements liés à l'activité globale de nage. Est-ce que les poissons sont en déplacement actif ou est-ce qu'ils sont plutôt inactifs et donc pas en mouvement? L'orientation de nage, est-ce que les poissons sont plutôt dans le courant, à contre-courant, en nage désorganisé ou est-ce qu'ils tournent en rond? Le comportement de banc, est-ce que les poissons sont groupés et dans ce cas-là, on observe des zones de vide dans le bassin ou est-ce qu'ils sont bien répartis sur le bassin? Et l'utilisation de l'espace, idem, est-ce que les poissons occupent plutôt le fond du bassin, la surface ou est-ce qu'ils sont bien répartis sur l'ensemble de la hauteur d'eau? Ensuite, des comportements qui ont été mesurés cette fois-ci en continu, puisqu'ils sont un peu plus rares. Donc, on a été regarder l'hyperventilation en surface, donc quand les poissons viennent respirer en surface et ventilent, les sauts, les accélérations brusques, les comportements agressifs, les comportements stéréotypiques qui sont des comportements anormaux qui sont répétés de manière anormale. Donc on peut avoir par exemple des poissons qui se frottent le long des parois du bassin. Et enfin, les déséquilibres de la vessie natatoire. Donc ça a été réalisé sur 5 autres minutes d'observation par zone. Et enfin, donc on a en parallèle de ça, sur l'ensemble des sites testés, pris tout un tas d'informations sur les pratiques en fait des pisciculteurs sur le site et la gestion du site, donc à savoir les pratiques d'alimentation, les densités, les manipulations aussi, quelles étaient les manipulations pratiquées, comment elles étaient pratiquées, avec quel matériel, et ensuite des informations à chaque fois sur l'environnement de vie des poissons qu'on a observé, donc la qualité de l'eau, on a fait des mesures en direct donc de la température, de l'oxygène, du pH et du CO2, de la concentration en CO2. L'aménagement des bassins, est-ce qu'il y a présence d'aérateurs, de self-feeders dans le bassin? Donc voilà, essayer de caractériser au maximum qu'on pouvait toutes les informations disponibles pour aussi comprendre comment évoluer les indicateurs qu'on a pu mesurer.
Donc, on a réalisé un certain nombre d'analyses suite à l'ensemble de ces données, de ces suivis qui nous ont permis de récolter énormément de données. Et donc, l'objectif ensuite était de sélectionner, puisqu'on est parti d'un panel d'indicateurs assez large, de sélectionner quels seraient les indicateurs qui seraient les plus pertinents à garder dans notre méthode d'évaluation. Donc pour ça, on s'est basé sur 4 critères qui sont la prévalence. Est-ce que notre indicateur est présent sur au moins 1% des poissons, observé sur au moins 1% des poissons? La sensibilité, est-ce que l'indicateur nous permet de mettre vraiment en évidence des différences entre les bassins observés? La répétabilité, est-ce que l'indicateur est observé exactement de la même manière entre 2 observateurs différents? Et enfin, la redondance, donc essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas plusieurs indicateurs qui mesurent exactement la même chose. Donc sur la base de ces critères, donc là vous avez l'exemple ici qui a été fait pour la catégorie grande truite, en truite arc-en-ciel. Et donc si on se base voilà, sur ces critères de validation, finalement, ces critères nous permettent de sélectionner un total là, de 10 indicateurs, à la fois des indicateurs physiques et des indicateurs comportementaux qui remplissent l'ensemble des critères de validation. Et donc ensuite, on a cherché à voir si ces indicateurs qui étaient sélectionnés nous permettaient bien de mettre en avant des différences d'état entre les poissons. Et donc, sur la base des indicateurs sélectionnés, on a fait des analyses qui nous permettaient de mettre en avant en fait des profils de poissons. Alors, on a pour le coup là sur l'analyse grande truite identifié 5 profils différents et on vous a montré ici 2 profils assez marquants qui sont plutôt opposés. Donc, vous voyez le radar avec donc le pourcentage de nageoires érodées, le pourcentage de perte d'écailles, de nécrose, etc., etc. Le pourcentage de temps passé à contre-courant, dans le courant, réparti dans la colonne, actif. Et donc, en fait, on se rend compte que sur la base des indicateurs, on va avoir un profil de poissons. Alors, ça peut être des poissons de bassins qui viennent de sites très différents. Donc, on a un premier profil où les poissons sont plutôt peu actifs, qui nagent plutôt à contre-courant, où on observe aussi globalement un pourcentage de poissons avec moins de nageoires érodées et moins de nécrose. Et à l'inverse, on a un profil avec d'autres poissons de bassins encore différents, où on observe des poissons qui sont globalement plus souvent actifs, avec une nage cette fois-ci dans le sens du courant, plus d'érosion des nageoires et plus de nécrose. Donc là, c'est vraiment voilà, 2 profils assez caractéristiques et donc c'est assez intéressant puisque on peut vraiment confirmer qu'avec les indicateurs qu'on a sélectionnés, on peut mettre en évidence des différences de réponse et de groupes de poissons qui sont contrastés voilà, entre les différentes observations qu'on a pu réaliser. Donc pour conclure, donc, cette méthode, donc on est encore en train de la construire, il faut encore qu'on poursuive les analyses, mais en tout cas, on va vers une validation d'indicateurs à la fois physiques et comportementaux de bien-être chez la truite, qui sera donc réalisée par catégorie de taille, puisqu'on sait que tous les indicateurs ne seront pas forcément pertinents selon les catégories de taille. Et donc les prochaines étapes, c'est de poursuivre les analyses avec l'ensemble des suivis réalisés, comprendre aussi comment quel est l'impact des facteurs explicatifs, donc ce que je vous disais, la qualité de l'eau, les pratiques d'élevage, etc., sur ces indicateurs, sur comment ils peuvent évoluer. Ensuite, travailler sur le scoring des indicateurs, c'est-à-dire comment on va traduire ensuite les observations en termes de bien-être animal, comment on va noter, par exemple, l'érosion des nageoires en termes de bien-être sur une note de 0 à 5. Et ensuite, avec l'objectif voilà, de pouvoir aboutir à un outil qui soit disponible sous forme d'application smartphone. Et ensuite, encore à plus long terme, l'objectif est de poursuivre ces travaux sur d'autres espèces, donc esturgeons et poissons marins. Et j'ai terminé. Merci pour votre attention et je suis à l'écoute pour vos questions. Alors, Mathilde, tu m'entends bien, du coup, quelques Oui. questions. Alors, j'ai essayé de les regrouper, pas forcément dans l'ordre dans lequel vous avez posé. Il y a toute une série de questions sur la question des prédateurs et le bien-être par rapport à la présence des prédateurs, sur le cormoran sur les étangs, les loutres sur les bassins et étangs notamment. Et voilà, vis-à-vis du bien-être. Et puis, est-ce que ça a une influence directe effectivement sur le taux de cortisol et le stress chez les poissons, les prédateurs? Alors, il y a des études, oui, qui ont été réalisées là-dessus qui montrent que
les prédateurs peuvent être une source de stress pour le poisson. Donc évidemment, tout dispositif qui peut permettre de limiter ce stress qui serait lié à la présence de prédateurs est forcément positif pour le bien-être du poisson. Comment sont validées les données bien avec les professionnels? Je crois que tu as déjà répondu, sachant qu'il y a différents groupes de travail, et ça tombe bien, ça va faire la transition avec l'intervention de Mohamed pour le SIPA. Il y a un groupe de travail au niveau du SIPA sur ces questions bien-être, et donc le scoring qu'évoquait Mathilde sera effectivement transmis largement auprès des éleveurs, mais aussi des ONG et aussi des experts, que ce soit scientifiques comme nos intervenantes de ce matin, mais également vétérinaires, etc. Et donc les données seront validées à partir des retours de cet ensemble d'acteurs qui sont directement concernés par cette question bien-être animal. Ce qui nous permet de passer la parole à Mohamed pour une conclusion, en tout cas des éléments d'éclairage sur les perspectives pour la filière sur cette question bien-être animal. Merci Aurélien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, Mohamed Moustapha, donc chargé de mission bien-être au SIPA. Donc aujourd'hui, je passe par la voix de ma directrice Marie Levadou qui devait présenter les perspectives en termes de bien-être pour la filière française. Voilà, donc toutefois, donc je remercie tous les participants à ce webinaire. Je remercie également Violaine, je remercie Mathieu, je remercie Marie-Laure pour cette présentation très, très intéressante qui nous apporte, qui nous a apporté non seulement de l'information, mais également de connaissances. Alors, donc, je voudrais dire que depuis, comme Aurélien l'a dit tout à l'heure, donc, il y a un groupe de travail au sein du SIPA qui a été créé donc, depuis 2018. Donc, on voit un fort engagement des professionnels réunis au sein du SIPA en matière du bien-être. Et en 2019, il y a la question, donc voilà, pour le groupe de travail, il y a les professionnels, il y a l'ITAVI, il y a des vétérinaires, et donc où il y a beaucoup d'échanges et de réflexions par rapport au bien-être des poissons. Donc, en 2019, il y a aussi la création de la plateforme bien-être des poissons qui réunit plusieurs structures, donc l'ITAVI, NERA, IFREMER, voilà, également la DGL. Il y a également, voilà, y compris le SIPA et d'autres structures. Donc, pour cette plateforme, donc, les priorités de la filière ont été définies pour le bien-être, donc, y compris voilà, notamment les questions liées aux indicateurs du bien-être en élevage. Et c'est ça que Mathilde nous a présenté tout à l'heure. Et l'idée, c'est d'aboutir à un outil d'évaluation du bien-être en élevage. Alors, par rapport à cet objectif, donc, plusieurs projets ont émergé. Comme Mathilde l'a présenté tout à l'heure, il y a le projet Aquadea, piloté par le SIPA, Aqua Bien-être, piloté par l'ITAVI, et le projet BIABA, piloté donc, par le SIPA. Donc, voilà, donc, le SIPA donc, accompagne, voilà, il y a des travaux qui sont menés voilà, par rapport au bien-être au sein du SIPA. Et à partir de ces projets, là, donc, on a réalisé un guide de bonne pratique du bien-être en pisciculture qui a été diffusé aux professionnels au sein du SUPA, et également, donc, il y a aujourd'hui, comme l'a dit Marie-Laure tout à l'heure, que depuis le début d'année, donc, il y a une demande d'un référent bien-être sur le site d'élevage. Donc, on voit aujourd'hui quand même, il y a une appropriation progressive des professionnels donc, réunis au sein du SIPA. Alors, je pourrais également dire que donc, par rapport au guide, donc, il y a des principes, et des critères donc, on peut constater qu'il y a quand même une appropriation progressive. Mais ça, ce n'est pas, voilà, pas négligeable. Donc, on a également une grande attente des professionnels quant à en fait, comment dirais-je, au développement d'un outil d'innovation pour l'ensemble des filières, pour l'ensemble des espèces
couvertes par le CIPA. Donc, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, donc on a beaucoup parlé de la truite. Donc, par rapport à l'outil d'évaluation, pour le moment, c'est pour la truite, mais par contre, il y a également des travaux qui doivent être menés. Mathilde l'a précisé tout à l'heure, donc pour d'autres espèces, pour les poissons marins, sturgeons, et donc ce sont des travaux voilà, qui sont vraiment dans l'agenda. Et il y a également, je voudrais revenir, il y a aussi une grande attente en ce qui concerne l'enrichissement en milieu d'élevage. Donc, Violaine, tout à l'heure, nous a présenté donc, quelques voilà, sur les notions cognitives et émotions. Il y a également beaucoup d'attentes des professionnels à ce sujet et comment les mettre en pratique sur le site de production. Alors, je pourrais vous dire que d'ici 2023, il est prévu comment dirais-je, la révision de la réglementation européenne sur le bien-être. Alors, donc, ce qu'on pourrait dire que, comme voilà, Marie-Laure l'a dit tout à l'heure, donc il n'y a pas de législation en Europe pour les poissons. Donc, je pense que les travaux qui se font par nos scientifiques, voilà, y compris la présentation qui nous a été présentée ce matin, vont donc nourrir l'idée voilà, va favoriser va contribuer donc à la mise en place de cette législation. Alors, je pourrais dire également qu'aujourd'hui, alors le problème qui s'oppose aujourd'hui, certes, les essais sont faits dans les laboratoires et la question se pose comment les transposer sur les sites d'élevage à grande échelle. Et je pense que ça aussi, c'est une question fondamentale, comment faire. Mais je pense que d'ici la boisson, déjà, on va commencer par quelque part, tant que c'est possible chez d'autres filières, pourquoi pas en pisciculture. Et donc, aujourd'hui, nous sommes tous conscients voilà, du bien-être, de la question du bien-être du poisson, non seulement les professionnels, il y a également, comment dirais-je, les citoyens qui sont aussi conscients de cela. Et les études ont prouvé que l'amélioration du bien-être des animaux contribue donc à la santé des animaux, contribue à la qualité du produit voilà, des animaux, la chair, je veux dire, et ça permet également de réduire l'utilisation des médicaments. Et ça a été prouvé, Marie-Laure l'a dit tout à l'heure, donc ça permet de préserver aussi la biodiversité. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette question, ça nous parle, ça parle à tout le monde, non seulement les opérateurs, mais également les citoyens. Donc, alors pour finir, je pense que voilà, la question du bien-être, c'est voilà, aujourd'hui une évidence. Donc, je pense que la filière française doit, comme on le fait déjà, donc doit anticiper donc, dans la mise en œuvre des outils qui nous permettra donc d'évaluer donc le bien-être dans notre filière. Et pourquoi pas la filière française ne peut pas être actrice donc en Europe pour des propositions en matière de bien-être. Et Marie-Laure l'a dit tout à l'heure, donc on voit beaucoup d'avancées aux côtés norvégiens. Donc oui, pourquoi pas la France. Donc je vous remercie. Ok, merci beaucoup. On arrive à la fin. Mathilde, tu veux dire un petit mot et puis on va préciser la conclusion. Bah, merci beaucoup à Violaine et Marie-Laure pour votre participation et toutes les connaissances, informations que vous avez pu nous apporter lors de ce webinaire. Merci également à tous les participants. Vous étiez très nombreux aujourd'hui et c'est vraiment super. Voilà, qu'on s'intéresse maintenant, c'est un sujet qui a été voilà, pour lequel on ne s'est pas encore trop attardé jusqu'à présent, mais là, ça commence à prendre de l'ampleur et voilà, ça se répercute aujourd'hui avec le grand nombre de participants. Donc, c'est
C'est vraiment super. Et ben, n'hésitez pas à nous contacter, Aurélien ou moi-même. Vous avez, j'imagine, nos contacts, ou par l'Itavi, vous avez eu des échanges avec le service com, donc vous pouvez passer aussi par le service com pour nous contacter. N'hésitez pas si vous avez voilà, des questions complémentaires, et on pourra aussi transférer vers Violaine et Marie-Laure si besoin. Voilà. Eh bien, effectivement, moi aussi, je remercie tout le monde pour cette participation. Le webinaire, pour nous, ça reste assez récent, donc on est très content de voir qu'il y a du monde, que ça vous intéresse, que les sujets vous intéressent. Merci beaucoup, Marie-Laure, Violaine et Mathilde, pour vos interventions et pour tous les travaux. Mais soyez tous conscients que tous ces travaux-là reposent sur peu de personnes, et c'est un vaste travail, et on l'a bien vu au travers de vos questions et de vos réactions qu'il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Donc, merci encore. Vous aurez accès à un replay complet de ce webinaire. Vous pourrez revisionner à loisir et puis donc nous reposer des questions à l'occasion. N'hésitez pas aussi à aller sur le site de l'Itavi, puisque vous trouverez des éléments sur les projets qui ont été évoqués là, puisqu'on va présenter nos projets sur le site, et il y aura des fiches qui présentent l'ensemble de nos projets, notamment en pisciculture, mais pas que. Et puis, il y a aussi une newsletter à l'Itavi, dans laquelle on sera amené à vous donner régulièrement des informations sur l'avancement des travaux. Donc, vous pouvez vous abonner à la newsletter Itavi, et on essaiera de diffuser très régulièrement des infos sur ce qui se passe aussi en pisciculture. Et donc, concernant le bien-être, il y aura d'autres webinaires en 2023, puisque dans les projets qui ont été évoqués, on a prévu des webinaires spécifiques par rapport aux projets. Donc, on ira un peu plus loin sur les travaux menés dans les projets et sur les résultats des projets, que ce soit Aqua Bien-être ou BABA, et ça, ce sera pour 2023. Là, on voulait lancer la démarche, balayer l'ensemble des connaissances, et ensuite, on sera amené à aller plus loin et à solliciter sans doute des intervenants qui étaient, en tous les cas, des participants qui étaient autour de ce webinaire aujourd'hui, pour pourquoi pas intervenir lors des futurs webinaires autour du bien-être animal en pisciculture. Encore une fois, merci à tous. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Et puis, très bientôt, soit par mail, soit en webinaire, ou soit sur le terrain, pour pas mal d'entre vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.